Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Future depuis le Paris Santé Campus, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Aujourd'hui, focus sur les révolutions en cours dans la lutte contre le cancer et plus particulièrement sur les traitements ciblés, avancées, accès aux soins, personnalisation des traitements et impact sur les patients seront au cœur de nos échanges. Pour en discuter, nos invités, Iris Pauporté, directrice de la recherche à la Ligue contre le cancer. Bienvenue Iris. Bonjour. Également sur ce plateau, Christophe Letourneau, oncologue à l'Institut Curie, chef du département des essais cliniques précoces. Bienvenue. Merci, bonjour. Et avec nous également René Ducroux, président d'Atout Cancer. Bienvenue René. Enchanté. Bonjour à tous les trois et bienvenue dans Santé Future. Dans son édito, Hervé Bonneau s'interroge la médecine de demain se veut plus efficace, plus précise, plus humaine, mais à quel prix? Et dans la pépite santé, David Mercier, chasseur de tête de dirigeants dans l'industrie de la santé, reçoit Christophe Brun, cofondateur de Bétrise, une solution de télésurveillance médicale en oncologie qui permet aux équipes de soins de suivre l'état des patients à distance, de détecter les signes de rechute et d'évaluer la tolérance au traitement. C'est parti pour une nouvelle émission. Et Hervé, on commence avec ton édito, Hervé Bonneau. Je ne l'ai pas précisé. C'est une avancée majeure, des traitements de plus en plus efficaces, plus précis, plus personnalisés, mais à quel prix cette médecine ultra ciblée ne risque-t-elle pas de profiter surtout aux plus riches ? C'est le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est qu'on peut effectivement, en étant un peu ironique, dire la médecine ultra ciblée ne va-t-elle pas ultra cibler les plus riches? C'est un sujet, et de fait, l'inégalité est déjà là. Quand on regarde une étude qui a été publiée en 2021 en France, il y a une grosse différence entre les départements. Prenons l'exemple du cancer bronchique. Eh bien, il y a trois fois moins de biomarqueurs qui sont faits dans la Nièvre par rapport aux Côtes d'Armor. Et c'est lié à la richesse du département. Et cette richesse, elle se retrouve dans le fait qu'il y a moins de médecins, moins de radiothérapeutes, moins de chirurgiens, moins de biomarqueurs. Alors, je ne vous parle pas de Mayotte, je vous laisse imaginer hors métropole. Donc, c'est un sujet. Effectivement, le département, plus il est pauvre, moins on a accès aux soins. Évidemment, parce que les soins, les coûts flambent. Vous avez vu, le coût moyen d'un cancer pour les médicaments, c'est 15 000 € par an. Avec le coût d'une immunothérapie par Keytruda, peu importe, c'est plus de 70 000 € par an. Les carticelles, c'est 300 000 € par patient et par an, etc., etc. Le chiffre d'affaires d'Opdivo en France, c'est plus de 500 millions d'euros, remboursés par l'assurance maladie. Je ne juge pas, je dis juste qu'on commence à atteindre des sommes intéressantes avec un déficit de la sécurité sociale qui est de plus de 18 milliards d'euros. Donc le problème, c'est qui va payer? Comment faire? Et on sait que les personnes les plus précaires présentent une espérance de vie plus faible. C'est dû au cancer? Alors, oui, c'est spécialement vrai en oncologie, parce que plus on a un faible statut social, eh bien, plus on a des risques. Malnutrition, obésité, alcoolisme, tabac, enfin, c'est connu. Hein, je veux dire, et je ne parle pas de la CMU. Les plus précaires sont à la CMU, ils ont moins d'accès aux soins, pour des raisons évidentes. Ils vivent dans des départements pauvres, et puis ils ne peuvent pas supporter le moindre reste à charge, ni la moindre avance de frais. C'est un vrai sujet. Donc sans surprise, ce sont les plus mal soignés. Et sans surprise, ce sont ceux qui ont les CSP les plus élevés, qui comprennent le mieux leur traitement et qui les suivent le mieux. Et donc là aussi, il y a une inégalité par le niveau d'études, par le niveau de catégorie socio-professionnelle. Quand on suit bien son traitement en oncologie, on guérit mieux. Une autre étude a démontré que plus de 50% des patients ne comprenaient pas 50% des mots utilisés par leur oncologue. Faire des efforts, messieurs les oncologues. Il faut dire quel jargon quand on regarde. On est là, biomarqueurs, immunothérapie, carticelle, anticorps conjugués. Sincèrement, chaque mot, pour le comprendre, c'est difficile. Donc on peut se dire, est-ce que la médecine ultra personnalisée ne cible pas déjà les patients CSP+? Et pour mieux vaincre les cancers, il faudrait les dépister plus précocement, non? Ah, ça serait idéal, et certains en feraient le bon coup. Une start-up dont on parle beaucoup, qui s'appelle Neoc, une start-up française, propose depuis quelques jours un check-up préventif basé sur un questionnaire suivi de 50 biomarqueurs. Le prix, 1 000 € par personne non remboursée.
comme peu de gens à titre personnel le font, pour l'instant, ils flairent qu'en allant voir les grandes entreprises, ça peut être rentable. Donc c'est ce qu'ils font. Ils targetent les grandes entreprises pour dire vous devriez tester vos cadres supérieurs, ceux qui vous coûtent le plus cher, et ils targetent les mutuelles. Donc c'est évidemment intéressant d'un point de vue financier. Pour eux, le sujet, c'est que, là encore, il y a une inégalité. Si vous n'êtes pas dans une grande entreprise qui vous le paye, ou si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'allez pas forcément pouvoir vous payer ça de votre poche. Et autre question, et si votre entreprise apprenait que vous êtes à haut risque de cancer? Il y a un petit sujet aussi de confidentialité des datas. Aux USA, on a l'équivalent, on a la société Grail qui commercialise un test qui s'appelle Gallery, peu importe, mais c'est pareil, $1000. Le problème, c'est que on a évalué la sensibilité des tests qu'ils avaient choisis. Elle est de 27% sur les cancers à un stade précoce. Pour moi, il y a un petit sujet entre les $1000, les 27% et la médecine ultra précise. Ce qui est précis, c'est le coût, quoi. Et le coût, il se retrouve aussi dans le coût des biomarqueurs. Vous vous souvenez de la polémique qu'il y a eu suite à l'affaire Angelina Jolie, en 2013, je sais bien. Elle a eu sans doute raison, elle, vu son histoire personnelle, de se faire opérer double mastectomie, mais son opération très médiatisée a entraîné chez un paquet de Californiennes qui pouvaient se le payer une double mastectomie uniquement sur l'apparition d'un biomarqueur, ce qui n'est pas rien, mais il n'y avait pas d'essai clinique pour prouver que c'était coût efficace médicalement. Donc c'est quand même un peu étonnant. Et j'ai encore, pour conclure, une autre crainte, c'est la médecine totalement inégalitaire qui pourrait être la médecine du futur, parce que vous savez qu'aujourd'hui on peut modifier notre ADN avec les ciseaux moléculaires très connus, là, les CRISP, et donc comme ça je modifie mon génome et je n'ai plus de risque de cancer. Je peux optimiser ça, c'est très bien. Le problème, c'est que certains pays, la Chine pour en parler, commencent à faire des essais sur des gens qui peuvent se le payer pour optimiser le patrimoine génétique de leur descendance. Donc je modifie mon ADN pour que mes enfants ne soient plus porteurs d'un gène potentiellement dangereux pour le cancer. Et ça a un coût aussi. Donc c'est évidemment un peu choquant de se dire que ça va accéder. Certains ultra-riches vont pouvoir faire ça, alors que nous, le reste, on va se battre avec des budgets de santé de plus en plus restreints. Donc voilà, c'était juste mon étonnement ce matin de dire c'est une révolution, c'est formidable, effectivement. Mais encore une fois, cette première cause de cancer, premièrement cause de mortalité en France, pour les hommes, deuxième pour les femmes, je ne voudrais pas que ça profite avant tout aux ultra-riches. Merci Hervé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous entendre sur ce que vient de dire Hervé, d'une phrase, une réaction. Est-ce que chacun peut dire ce qu'il pense ? En fait, ce que vient de dire Hervé est vraiment le combat de la Ligue contre le cancer. C'est celui de combattre les inégalités. Donc, on le sait tous qu'aujourd'hui, l'accès aux soins n'est pas égal, quel que soit le territoire en France. Néanmoins, je nuancerai un tout petit peu parce que dans certains cas, certains traitements ciblés, par exemple dans le cancer du sein, le trastuzumab, il est accessible à toutes les femmes partout en France. Et je vous rejoins sur le cancer du poumon, où il y a réellement une vraie question d'accès aux tests et de fait aux médicaments innovants de précision. Messieurs. Alors oui, moi je peux aussi confirmer ce qui a été dit. À tout cancer, donc où on est représentant d'associations indépendantes. En particulier, on développe les soins de support pour aider les malades. Et on s'est aperçu qu'en fonction des ARS, il y avait plus ou moins d'argent. Par exemple, si on regarde le Nord, là où il y a une pauvreté, les ARS ont moins d'argent, elles développent moins de soins de support. Moi, j'ai passé une partie de ma vie à Lyon, où là, il y avait de l'argent et les ARS développaient les soins de support. Voilà, donc je confirme bien ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, alors en termes de traitement, on a la chance en France parce qu'effectivement, une fois qu'un traitement est approuvé, il est disponible partout en France et pour tout le monde. Maintenant, des inégalités, ça c'est certain qu'il y en a, des inégalités par manque de ressources, par des déserts médicaux, etc. Voilà, maintenant, à côté d'autres pays comme les États-Unis, je pense qu'on peut quand même malgré tout s'estimer assez heureux quand on a une maladie grave en France. On peut être soigné sans débourser d'argent. On va pouvoir développer un peu plus dans notre débat. Merci d'avoir répondu au brief, c'était concis. Merci beaucoup Hervé Bonneau. On passe tout de suite au débat.
Les thérapies ciblées transforment le paysage oncologique, de grandes avancées qui posent des défis en termes d'efficacité, d'accessibilité et de personnalisation des traitements. C'est le thème de ce débat. Pour commencer, Christophe Le Tourneau, j'aimerais vous poser une question. Les thérapies ciblées ont-elles changé la prise en charge des cancers rares ? Alors les thérapies ciblées sont effectivement approuvées dans certains cancers rares. Je pense que c'est important de remettre tout ça un petit peu dans le contexte. On est passé d'un taux de guérison du cancer de 20% à l'après-guerre. Grâce à la chimiothérapie, on est passé à 50% grâce à tous les traitements des leucémies, des lymphomes, etc. Ensuite, grâce à une meilleure connaissance de la biologie des cancers, on a identifié des altérations moléculaires dans certains types de cancers qui ont permis de créer ce qu'on appelle des thérapies ciblées, mais qui s'adressent juste à des petits groupes de patients, c'est-à-dire que c'est plus par type de cancer, ou dans le cancer du poumon on donne telle chimiothérapie. Non, c'est dans tel type de cancer avec telle altération on a telle thérapie ciblée. Et effectivement, les gains pour les patients qui sont éligibles entre guillemets, parce que leur tumeur le permet, il y a eu des gains très importants. Gains très importants dans des cancers rares, mais aussi dans des cancers fréquents, mais dans des sous-groupes de ces patients qui ont un cancer fréquent. Donc finalement, chez une minorité de patients. Vous avez des exemples de cancers où cette approche a particulièrement fait ses preuves ? Oui, bien sûr. Il y a, on en parlait tout à l'heure, mais HER2 dans le cancer du sein, c'est 15% des patients qui ont un cancer du sein avec une surexpression de la protéine HER2. Donc les traitements qui ciblent HER2, qui ont maintenant plus de 20 ans, sont des médicaments extrêmement efficaces et ça a réellement changé le pronostic de ces patientes. Iris Beauportet, les immunothérapies et les thérapies cellulaires sont des approches prometteuses dans les traitements des cancers. Quels développements ou recherches récentes vous paraissent les plus intéressantes dans ces domaines ? Dans les immunothérapies, on en parlait justement, Hervé, je crois qu'il en a touché un mot, il y a eu récemment, depuis une bonne quinzaine d'années, des médicaments qui sont arrivés qui visent à lever tous les freins du système immunitaire. On a compris en fait que notre propre système immunitaire nous défend parfois du cancer. Donc l'objectif de ces médicaments, c'était, mais on ne comprenait pas très bien pourquoi, certaines cellules ne reconnaissaient pas les cellules cancéreuses comme des cellules extérieures au corps humain, parce qu'en fait une cellule cancéreuse, ce n'est pas une cellule normale, donc elle aurait dû être reconnue par le système immunitaire. Donc l'objectif de ces médicaments était justement là de lever ce frein et de faire en sorte que le système immunitaire reconnaissent la cellule cancéreuse comme un corps étranger et qui la combattent. Donc il y a des noms un peu barbares, inhibiteurs de checkpoint, mais néanmoins, et la deuxième, je dirais, grande nouvelle thérapeutique a été l'arrivée des médicaments qui sont basés sur des cellules modifiées. C'est-à-dire qu'on va reprendre les cellules du patient, on va les sortir en fait, on va les extraire, on va les traiter à l'extérieur avec un médicament et on va les réinjecter dans le corps du patient afin de rebooster l'immunothérapie, enfin l'immunité du patient. Donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les fameuses CAR-T, des thérapies cellulaires qui ont été initialement effectivement développées sur les cellules lymphocytes T, mais qui aujourd'hui on voit arriver et plutôt dans les maladies du sang. Et aujourd'hui on les voit arriver dans d'autres types de maladies, notamment en essai clinique, dans le cerveau, dans le pancréas, et qui vont cibler d'autres cellules immunitaires comme les NK, les B, etc. Donc c'est une voie de recherche en pleine expansion et effectivement la Ligue contre le cancer finance depuis l'année dernière et pendant 3 ans des programmes de recherche là-dessus et on compte financer pour 20 millions d'euros des projets français afin que la France trouve une belle place dans la compétition mondiale sur ce type de thérapie. René Ducrot, les patients que vous soutenez, ils bénéficient de ces avancées ? Oui, alors je voulais dire 2 mots sur l'immunothérapie parce que pour nous c'est un peu une révolution dans la médecine. Un gros apport, c'était la qualité de vie améliorée des patients, puisque l'immunothérapie a pu se développer en HAD, c'est-à-dire à domicile. Oui. Ça allège, ça diminue les transports, ça diminue la fatigue des patients, et ça vraiment c'était un grand bienfait. D'ailleurs, j'ai vu que récemment, il y a un décret qui est sorti le 5 février, où on va faire de la chimiothérapie en HAD. Et ça, c'est encore un bienfait pour la qualité de vie des patients. Donc voilà, donc l'immunothérapie, c'est quelque chose d'important qui a révolutionné, à mon avis, la médecine
et qui participent à la guérison de beaucoup de cancers. Oui, ce qui est extraordinaire avec l'immunothérapie, c'est que certains patients atteints de cancer qualifiés d'incurables sont guéris de leur cancer. C'est-à-dire des patients qui ont des métastases, donc des cellules tumorales qui sont parties dans d'autres organes, et donc des patients qui sont traités par immunothérapie, tout disparaît, on arrête le traitement et ces patients sont guéris. Alors certes, c'est une minorité, mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, en tous les cas en oncologie solide, dans les cancers solides. Donc c'est aussi une révolution dans ce sens-là. Et dans la pratique quotidienne, clinique quotidienne, quels sont les critères qui permettent de juger de l'efficacité réelle des traitements ciblés? Alors, en fait, tout traitement qui est commercialisé un jour passe par des étapes de recherche clinique, par des essais cliniques qui comparent ce qu'était le standard avant au nouveau traitement qui peut être l'immunothérapie. Si on voit qu'il y a une différence notable et que les patients s'en sortent beaucoup mieux grâce au nouveau traitement, à l'immunothérapie en l'occurrence, ça devient le standard. C'est ce qu'on appelle la médecine par l'épreuve. Et donc c'est comme ça que les nouveaux traitements sont commercialisés chaque jour. René, quelles sont les principales préoccupations des patients par rapport aux thérapies ciblées? En fait, ce qui intéresse le patient, c'est les effets secondaires. Voilà. Oui. Ils craignent beaucoup ces effets secondaires quand on voit les dégâts créés par la chimiothérapie où les personnes sont très fatiguées, elles ont envie de vomir, elles se lèvent, elles n'ont pas envie de se lever en fait. Et donc en fait, le travail qui est fait justement en immunothérapie montre que les effets secondaires sont fortement diminués. Et les thérapies ciblées et les nouvelles thérapies, je pense aux thérapies nucléaires qui se développent, les effets secondaires sont vraiment diminués. Et ça, c'est important pour le patient. La durée du traitement aussi, c'est une préoccupation? Bien sûr. La durée, plus ça va être long, plus ça va être difficile. Donc, ce qui est développé dans la médecine, c'est de raccourcir. Et je pense que ces thérapies ciblées, justement, elles vont diminuer ces effets secondaires parce que les doses seront peut-être moins fortes ou peut-être mieux ajustées. Et donc ça, la qualité de vie des patients est améliorée. C'est important pour nous. Si je peux me permettre, en fait, ce qui est intéressant pour les patients, c'est le fait qu'à un moment donné, ils ont pu bénéficier par certaines thérapies cellulaires qui étaient dans certaines pathologies vraiment avec une grande efficacité. Je prends par exemple le cas d'un patient traité pour un cancer du rein qui était très très gros il y a une dizaine d'années. Il a en première intention bénéficié de thérapies ciblées très précises par voie orale. Et puis 2 ou 3 ans plus tard, de nouveaux médicaments sont apparus, il a pu bénéficier de l'immunothérapie. En fait, ce que recherchent les patients, c'est aussi le fait que à chaque étape de l'évolution de leur maladie, il y a une proposition thérapeutique qui est faite. Et c'est là où, effectivement, l'arrivée de différents médicaments nouveaux, avec de nouveaux concepts qui sont issus d'une meilleure compréhension, dit Christophe, par la recherche de la biologie de la tumeur. Ça a permis pour les patients vraiment en fait, des maladies qui étaient incurables il y a une dizaine d'années. On voit ces personnes toujours partir en vacances avec leur famille et continuer le train de leur vie, en fait. C'est ça la bonne nouvelle. Pour faire écho à ce que disait Hervé dans son édito, les traitements ciblés sont de plus en plus efficaces, mais l'accès reste inégal. Les questions de coût, de géographie, d'infrastructure limitent leur disponibilité. René, dans quelle mesure est-ce compliqué de mettre ces traitements en place dans les petits hôpitaux, plus loin, loin des grands centres? Ça, c'est un problème d'organisation. Dans les HAS, dans les régions, si vous voulez, les ARS, c'est elles qui organisent ces interventions et elles le font en fonction de l'argent dont elles disposent. Pour ça qu'il rappelait tout à l'heure que quand vous avez moins d'argent, c'est beaucoup plus difficile. Et puis vous avez des régions plus pauvres que d'autres, où là encore, c'est encore plus difficile. Voilà, donc c'est un problème de politique sur la médecine en France. Voilà, il faut la rendre plus égalitaire, mais c'est pas toujours facile à faire. Et Iris, en matière de recherche, il y a des projets spécifiques qui visent à faciliter l'accessibilité au traitement? Oui, effectivement, on a parlé du cas du cancer du poumon, mais ça a modéré un tout petit peu ce propos d'inaccessibilité. Aujourd'hui, un patient en France, où qu'il soit, si le traitement a reçu son autorisation de mise sur le marché, il y a accès. Il y a d'autres cas d'accès aux médicaments. C'est un cas, par exemple, d'une procédure accélérée. Et c'est dans ces cas-là où, justement, il y a, dans certains endroits, où la prise en charge du biomarqueur qui doit être évalué avant la
avant la prescription du médicament, c'est là où il peut y avoir des inégalités. Mais ça reste, je me permets de le dire quand même, des exceptions. Mais malgré tout, on se bat pour que ces exceptions puissent justement ne pas l'être. Et on a mis en place, on a soutenu une plateforme collaborative qui est un concept assez intéressant, qui est développé par une association qui s'appelle Liberté Living Lab, avec l'apport de patients qui sont dans le réseau des patients, mes patients en réseau. Et l'objectif est que justement la demande remonte par les patients, qu'ils aillent se renseigner sur les essais cliniques qui sont repris ensemble dans cette plateforme. C'est un bien numérique commun. Et l'objectif est effectivement de mettre en phase les cliniciens et les patients pour que les autorités de santé, notamment les agences régionales de santé, puissent assurer la prise en charge de ces tests dans ces rares cas où ce n'est pas encore homogène au niveau national. Si je peux rebondir là-dessus, l'accès aux soins standards est disponible partout en France. Là où il y a vraiment une inégalité, c'est sur la recherche clinique, l'accès aux essais cliniques. Mais bon, les essais cliniques, c'est l'évaluation de médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, qui le seront peut-être, qui ne le seront peut-être pas. Et c'est là où effectivement, il y a plus de recherche clinique dans les grands centres, il n'y a pas de recherche clinique dans tous les services d'oncologie en France. Et c'est là où éventuellement il y a une inégalité, parce que il faut peut-être demander à certains moments aux patients de voyager pour avoir accès à des essais cliniques de nouvelles molécules qui sont peut-être les molécules de demain. Donc c'est là effectivement où il y a un effort à faire qui est en train d'être réalisé avec ce qu'on appelle les essais cliniques décentralisés qui permettent de traiter des patients dans des essais cliniques mais proches de chez eux. Mais ça, c'est un effort qui est en cours et qui n'est pas encore déployé sur tout le territoire. Et vous, en tant que praticien, vous n'êtes pas confronté à des cas où des patients n'ont pas accès à certains traitements? Alors, j'ai la chance de travailler dans une institution où, effectivement, la recherche clinique est une priorité. Donc, nous avons accès à ces traitements, mais il m'arrive parfois, malgré tout, de suggérer à un patient de participer à un essai clinique dans un autre établissement parce qu'il n'est pas ouvert dans mon établissement. Donc, c'est là, ensuite, toute la question de la possibilité pour des patients de faire un peu plus de kilomètres, parfois de nombreux kilomètres, pour avoir accès à un nouveau traitement. Mais je le répète, un traitement qui est évalué dans un essai clinique n'est pas un traitement pour lequel on a démontré qu'il était efficace. On est en cours de démonstration, mais si ça se trouve, la réponse, ce sera que non, c'est pas plus efficace que ce qu'on faisait avant. Et, je pense également qu'il y a un problème d'information. Information, j'allais dire, locale, dans les déserts médicaux. Les personnes sont un peu isolées, ils n'ont pas l'information. Je pense en particulier à tout ce qui est vaccination sur le papillomavirus. Il est étonnant qu'en France, on a un taux de vaccination qui est relativement faible. Oui. Et en fait, il faut combler ce... Qui va même décrescendo, non, au fur et à mesure Pas crescendo, non. Je pense que, je répète, c'est un problème d'information. Donc il faut faire arriver cette information dans ces endroits particuliers où il y a moins de médecins, où la formation passe moins. Donc c'est pour ça que sur Atout Cancer, on a un site internet où on développe ce genre d'informations, en particulier sur la vaccination, parce que c'est très important. Donc on pourrait éviter un grand nombre de cancers par ces informations si elles étaient bien distribuées et bien connues. Iris, sur la personnalisation des traitements, où en est la recherche sur la médecine de précision ? En fait, la recherche sur la médecine de précision, ça fait une bonne vingtaine d'années qui a été transformée. Et là, pour le coup, ça a été plutôt les avancées technologiques qui nous ont permis d'avancer un peu plus vite. On a mis en place des gros programmes internationaux. Ça a été un effort majeur de tous les scientifiques et des médecins pendant une bonne dizaine d'années un peu partout dans le monde. Et on a fait le catalogue des mutations, des altérations, tout ce qui arrive dans le génome. Et suite à ça, on a pu identifier quelles étaient les bonnes cibles. Donc ça a ouvert des voies pour développer de nouveaux médicaments qui sont assez majeurs. Et en fait, ces technologies aujourd'hui nous permettent d'aller beaucoup plus vite qu'on allait avant. Donc le temps, on espère que le temps de la recherche entre un concept innovant qui a été développé par un chercheur peut aller un peu plus vite aujourd'hui. Christophe, quel est l'impact de l'analyse génétique dans la personnalisation des traitements ?
C'est majeur dans certains types de cancers, puisque dans certains types de cancers, il y a des thérapies ciblées qui sont basées sur la présence d'un biomarqueur ou d'un autre. Dans le cancer du poumon, il existe de multiples biomarqueurs avec de multiples traitements différents selon la présence ou l'absence de ces biomarqueurs. Ce qui se développe également, ce sont des biomarqueurs qui sont pertinents non pas dans un seul type de cancer, mais finalement dans tous les types de cancers. Et donc aux États-Unis, aujourd'hui, il y a 9 médicaments qui sont prescrit non plus sur la base d'un type de cancer, mais sur la base d'une altération moléculaire, ce qui est un changement de paradigme d'une certaine manière. Pas un changement, mais un nouveau paradigme en tous les cas. Malheureusement, en Europe et en France, on n'a pas encore accès à ces médicaments qui sont prescrits uniquement sur la base d'une altération moléculaire et indépendamment du type de cancer. Et la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, nous avons des patients qui ont une altération moléculaire qui a été détectée, mais si le médicament n'est pas approuvé dans le type de cancer qu'ils ont, ils n'ont pas accès à ces médicaments. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec les agences de régulation pour finalement permettre d'avoir accès à ces médicaments sur la base d'essais cliniques qui ne sont pas réalisés selon l'ancienne méthodologie par type de cancer. Et René, du point de vue du patient, la personnalisation des traitements, ça peut être perçu comme une avancée majeure, mais est-ce que ces traitements sont compris de tous ? Pas toujours, parce que, comme le disait le collègue tout à l'heure, on emploie un verbiage qui n'est pas toujours accessible aux patients. Et c'est vrai qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites dans ce domaine. Mais c'est vrai que vous menez des actions pour les sensibiliser justement à cet effet ? Vous savez, il y a eu les lois Kouchner. Elles datent de 2000, les lois Kouchner. Et elles ne sont pas toujours appliquées, il faut bien reconnaître. Donc on se bat, nous, en tant qu'association, pour faire appliquer ces lois Kouchner. Qui sont finalement que la sensibilisation du médecin à parler de manière simple aux malades et à bien leur faire comprendre leur type de maladie et leur parcours de soins. Et Christophe, du point de vue des oncologues, ça demande de s'adapter, la personnalisation des traitements ? Oui, bien sûr, puisque les traitements sont de plus en plus complexes, ils sont de plus en plus multiples. On a la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, les CAR-T-cells, la vaccination thérapeutique, etc. Et finalement, c'est extrêmement compliqué de comprendre tout ça pour les patients. Mais je dois avouer que quand je vais chez le garagiste, parce que ma voiture tombe en panne, quand j'essaie de comprendre, j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre. Et donc finalement, souvent, tout ça, ça se résume à une histoire de confiance. Est-ce qu'il y a un lien de confiance entre le patient et son médecin, et ce lien de confiance, il se tisse que grâce au temps et à l'empathie finalement. Et c'est ça qui permet finalement aux patients, ça va être compliqué d'avoir vraiment une connaissance très précise des traitements, même si on emploie des termes qui sont simples, avoir la compréhension globale de ces traitements, c'est finalement extrêmement compliqué. Et je dirais même, pour moi, en dehors de l'oncologie, si je dois recevoir un traitement en cardiologie, même si je vais comprendre ce qu'on me raconte, à la fin, probablement que ma décision elle sera prise sur la confiance que j'ai dans le cardiologue que je vois, parce que j'aurai pas le temps, ni l'énergie, ni probablement les compétences pour finalement comprendre tout l'enjeu de tous les traitements qu'il existe en cardiologie pour la pathologie que j'ai. Et on a évoqué le sujet très important de la qualité de vie. Ça fait l'unanimité parmi vous. La médecine de précision offre une meilleure gestion des effets secondaires dans les traitements par rapport aux thérapies traditionnelles ? C'est deux choses différentes. Les traitements, c'est une chose. La qualité de vie et la gestion des effets secondaires, c'est autre chose. La chimiothérapie n'a pas les mêmes effets secondaires que les thérapies ciblées, que l'immunothérapie. Chaque médicament a ses effets secondaires propres. Il n'y a pas de médicament qui n'ait pas d'effets secondaires. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, les effets secondaires peuvent être plus importants ou moins importants en proportion, en sévérité, etc. Mais oui, la prise en charge de la qualité de vie des patients, c'est devenu une priorité et effectivement les services, les institutions se structurent pour prendre en charge tous les effets secondaires potentiels des médicaments, mais aussi les effets secondaires liés à la maladie elle-même, avec le développement des soins de support, le développement d'unités comme les plaies cicatrisation, comme on peut avoir à l'Institut Curie, le développement d'unités qui prennent en charge toutes les toxicités cutanées, et puis ensuite des liens avec d'autres services, avec la cardiologie par exemple, pour toutes les toxicités cardiaques, etc. En fait, c'était un peu la promesse, pour ceux qui... On a tous un peu d'expérience c'était la promesse des thérapies ciblées, qu'il y aurait beaucoup moins d'effets secondaires. Comme vient de le dire Christophe, ces effets sont de nature différente.
Et effectivement, pour les patients, ce qui est important, c'est qu'ils soient considérés comme un tout. Donc, il y a le médecin, il y a l'équipe qui va le prendre en charge, mais il y a aussi tout l'entourage qui va être important pour lui, pour l'aider à traverser cette épreuve, et y compris les effets secondaires qui en ressortent. Ce qui est important aussi, je crois, c'est cette notion de communauté de patients, c'est-à-dire le moment où ils vont pouvoir échanger entre eux. Donc il y a l'hôpital, mais il y a aussi d'autres lieux, donc les associations de patients, comme la Ligue contre le cancer, qui vont organiser notamment des soins de support, parce que beaucoup d'associations en France et la Ligue contre le cancer offrent gratuitement aux patients des soins de support, là où on peut le faire avec nos moyens, hein, chacun de nous y met le meilleur, mais les moyens sont toujours ceux qu'ils sont. Et ça permettra, par exemple, aux patients de baisser les effets secondaires en fonction du type de prise en charge qu'il aura. La socio-esthétique est, par exemple, quelque chose de très utilisé, et dans les comités de la Ligue, on a mis en place de consultation, et avec... La socio-esthétique. Oui, tout à fait, avec l'utilisation de crèmes très spécifiques pour les patients, pour qu'ils puissent en bénéficier et se sentir mieux. Il y a les groupes de parole, vous venez de le dire, l'information est très importante, et elle ne passe pas forcément de façon verticale, cette information. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui se passe au niveau horizontal, où les patients échangent entre eux, et ça leur permet d'avoir des petits tuyaux de comment s'en sortir dans certains cas, sur certaines situations. Vous parliez de la socio-esthétique, hein. Il faut savoir que la sécurité sociale prend en charge maintenant la socio-esthétique, la kiné, la nutrition. C'est des choses qui sont prises en charge par la... Oui, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Bon, nous, on se bat beaucoup pour les soins de support, parce que, comme vous l'expliquiez, les soins de support, c'est une aide importante, physique et morale, pour les patients. Et donc, ça se développe dans toutes les associations. On fait aussi de la sophrologie, on fait de la gym adaptée dans nos associations. Ça a des coûts aussi, hein. Donc, voilà, on est toujours en recherche de financement pour aider nos patients. Et disons qu'en fait, cette notion de personnalisation, elle ne passe pas uniquement par les traitements ciblés. Et il y a aussi le soin personnel qui va être donné à chaque patient, qui passe par l'équipe médicale et aussi par d'autres personnes autour du patient. S'agissant des technologies, on n'a pas encore abordé l'incontournable sujet de l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure est-ce que ça va révolutionner la recherche sur les traitements, la détection des tumeurs ? L'intelligence artificielle touche à beaucoup de domaines. Alors concrètement, en médecine et en oncologie, aujourd'hui, c'est essentiellement pour la lecture d'images, que ce soit la lecture de scanners ou la lecture de lames histologiques au microscope, où l'intelligence artificielle, finalement, ayant appris à reconnaître tout ce qui est anormal, permet d'aller beaucoup plus rapidement. Maintenant, en termes de traitement, en recherche, l'intelligence artificielle a fait d'énormes progrès, puisqu'on est capable de connaître la structure des protéines maintenant de façon quasiment instantanée grâce à l'intelligence artificielle. Et ça aide beaucoup les chercheurs pour avancer dans leur recherche. Maintenant, pour les traitements, c'est-à-dire pour le choix des traitements, on n'en est pas encore à une intelligence artificielle qui va dire ce patient, c'est plutôt cette stratégie thérapeutique qu'il doit avoir et tel traitement. Aujourd'hui, c'est encore les médecins qui ont la main là-dessus. Maintenant, on peut imaginer dans le futur qu'effectivement une intelligence artificielle soit capable de tenir compte non seulement des caractéristiques de la tumeur, mais des caractéristiques des patients, etc., et de formuler des hypothèses sur quel devrait être le traitement le plus adapté. Voilà, on n'y est pas encore. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, effectivement, c'est en recherche qu'on le voit le plus. Vous voyez un risque, vous, d'un trop grand recours à l'intelligence artificielle ? Je ne crois pas qu'il y ait un trop grand recours. En tout cas, on ne l'a pas pour l'instant perçu, on ne voit pas ce risque. En revanche, on voit vraiment plein de potentialités. Par exemple, aujourd'hui, dans le temps, on devait séquencer 1 millier de tumeurs pour pouvoir savoir quelles sont les altérations génomiques. Aujourd'hui, on est capable, avec l'intelligence artificielle, de créer des tumeurs virtuelles et de tester des hypothèses sur les interactions et sur les cibles thérapeutiques à trouver. Donc, effectivement, pour l'instant, ce qu'on y voit, mais bon, on est toujours en côté recherche un peu optimiste, on y voit plutôt des opportunités pour développer de nouveaux traitements. Et on a vu à quel point c'est arrivé de façon très rapide. Pour les cliniciens, les radiothérapeutes, par exemple, sont ravis de l'utiliser. Là où avant, ils mettaient 1 heure et demie de travail pour contourer, ils le font en quelques minutes, en fait. Donc, c'est un gain de temps
et ça libère du temps médecin qui est extrêmement important. Donc, et je passe sur l'imagerie et les effets sur les lames. Par ailleurs, en fait, les établissements, c'est là où, pour le coup, il peut y avoir un peu de différence. Les établissements ne sont pas tous aujourd'hui équipés de ces outils numériques qui passent par l'intelligence artificielle de lecture des lames d'histologie. Et la Ligue contre le cancer en ce moment finance un peu partout dans certains hôpitaux en France l'acquisition de tels matériaux. On utilise, nous, l'intelligence artificielle pour nos malades. Dans quelle mesure? En fait, on a des casques de réalité virtuelle qui utilisent l'intelligence artificielle et qui permet de déstresser le patient. En particulier, on l'a mis à disposition dans 2 associations. Et une association qui a des enfants qui ont des cancers, qui sont traités en chimiothérapie. Donc, ils mettent ces casques. Et voilà, et ça les déstresse, ça les fait voyager un petit peu dans la mer, dans la montagne. Et voilà, et c'est des casques de réalité virtuelle qui utilisent l'intelligence artificielle. Et Christophe, un peu de science-fiction, vous avez dit que, bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est les médecins qui décident, notamment quant au choix des traitements. Est-ce qu'on peut imaginer néanmoins qu'un jour, l'IA pourra remplacer des aspects humains du diagnostic, du suivi? J'ai du mal à penser qu'une IA soit capable de remplacer la relation humaine qui finalement est primordiale dans la prise en charge des patients. Alors on a vu des expériences d'intelligence artificielle où on nous a dit qu'elles étaient même plus empathiques que les médecins. Mais bon, le contact physique d'un soignant avec son patient et puis qui est disponible pour répondre aux questions, avec qui il peut échanger et finalement sur qui il peut se reposer, et pas sur uniquement une machine, parce que qu'est-ce qu'on fait contre une machine quand ça se passe plus bien, quand on n'est pas d'accord, Donc non, je vois l'intelligence artificielle comme le dit Iris, comme finalement complémentaire de la médecine traditionnelle, on va dire, et pour aider les médecins, aider les patients, pour avoir des soins de meilleure qualité. Mais je ne vois pas l'intelligence artificielle remplacer les médecins et les soignants. Et il faut s'attendre à ce que l'oncologie joue dans les prochaines années pour la médecine de précision un rôle déterminant? L'intelligence artificielle? Oui, pour la médecine quel rôle l'oncologie va jouer dans les prochaines années pour que plutôt la médecine de précision devienne la norme? C'est l'oncologie qui est la spécialité médicale la plus avancée en termes de médecine de précision, puisqu'effectivement les cancers, comme le disait Iris, sont des cellules qui sont différentes de nos cellules saines et qu'elles ont des mutations, et qu'il n'y a pas 2 patients qui ont exactement le même cancer, et il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas 2 cellules qui ont exactement les mêmes mutations. Donc la médecine de précision, en termes de traitement, s'adapte tout à fait à l'oncologie. Maintenant, la médecine de précision, c'est également évalué en psychiatrie, en maladies infectieuses. Mais bon, ils sont beaucoup plus loin parce qu'ils n'ont pas cette caractéristique qui fait que les maladies sont identifiables aussi facilement et de l'une à l'autre, tout simplement. Mais bon, la médecine de précision, c'est un terme générique, effectivement, qui touche à toutes les spécialités médicales, mais l'oncologie est la plus avancée, et il est possible, effectivement, que ce soit l'oncologie qui soit la première spécialité, où un jour, une aide informatique, je ne parle pas d'intelligence artificielle, mais une aide informatique, finalement, permette aux médecins de choisir avec plus de précision un traitement qui n'aurait pas été choisi d'emblée. Iris, on se rapproche de la fin de cet échange. Quels sont les prochains défis dans la recherche sur les thérapies ciblées et les traitements personnalisés, pour se projeter un peu? Mais en fait, le vrai prochain défi, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire plus vite? Parce qu'en fait, en quoi les malades sont en attente, c'est que ça aille plus vite. Chaque fois qu'il y a une information sur une découverte fondamentale avec une protéine clé, on a encore vu hier des annonces de la presse, il y en a tout le temps. On a découvert un nouveau mécanisme d'action. Derrière, nous recevons, vous aussi, les coups de fil des patients, les courriers en disant « mais oui, mais moi j'en aurai accès quand ?» Effectivement, le défi actuel de cette médecine de précision, c'est de se dire, avant on mettait 20 ans pour développer un médicament, est-ce qu'on va y arriver en 5 ans?
Alors, je pense qu'il y a aussi la détection précoce est importante pour les patients. Je vais vous citer un cas, c'est le cas du cancer du sein. Récemment, la HAS a pris une décision d'avancer la détection à 40 ans pour les femmes, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait 15% des femmes qui, à partir de 40 ans, avaient des cancers du sein. Donc la détection précoce est importante, en particulier pour les malades, parce que plus vite le cancer sera détecté et mieux il sera soigné. C'est pour des femmes qui sont à risque, hein, ce n'est pas pour toutes les femmes. Pour l'instant, le dépistage en France, on est à 50 ans. Oui, mais la HAS vient d'annoncer, c'est tout récent, qu'elle allait faire cette détection à partir de 40 ans, pour les femmes à partir de 40 ans. Je le confirme. Christophe, En tous les cas, ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, on a fait beaucoup de progrès, mais pour des petits sous-groupes de patients. Et je disais qu'on guérissait 50% des cancers avant l'avènement des thérapies ciblées. Avec les thérapies ciblées, on est passé à 55%. Avec l'immunothérapie, on est passé à 60%. Donc vous voyez, 20, 50, 55, 60. On fait d'énormes progrès pour des petits sous-groupes de patients. Et effectivement, ce que dit Iris est tout à fait juste. Il faut pouvoir accélérer finalement tout ça. On va probablement faire de plus en plus de progrès pour des petits groupes de patients, mais il faut accélérer tous ces petits progrès pour effectivement aller bien au-delà des 60% de guérison du cancer qui sont quand même très largement insuffisants puisque le cancer reste la première cause de mortalité. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre expertise. Iris Pauporté, directrice de la recherche à la Ligue contre le cancer, Christophe Le Tourneau, oncologue médical à l'Institut Curie et René Ducroux, président d'Atout Cancer. On passe à la pépite santé. Et on termine cette émission avec la pépite santé. Salut David, bienvenue. Salut Alix. David Mercier. Aujourd'hui, tu reçois Christophe Brun, cofondateur de Betterize. Bonjour Christophe et Bonjour. Bienvenue. Merci. Christophe, il y a plus de 10 ans, vous développiez une plateforme visant à améliorer le suivi des patients en oncologie grâce à la télésurveillance. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quel impact est-ce que vous avez observé sur le suivi des patients ? Alors 2013, effectivement, on crée Betterize avec mon co-associé et ami Paul-Louis Beltante, dans l'idée de proposer une approche qui permettait avec de la tech, je vous passe le détail, d'être très affin au sens affinité avec le patient qu'on a en face de nous et de permettre effectivement d'être capable de lui passer la bonne information au bon moment pour la bonne raison. On a fait ce travail autour de la prévention primaire, du wellness au départ. Voilà. On a convaincu des mutuelles, des assureurs de proposer ces services à leurs adhérents. Excusez-moi, ça veut dire quoi la prévention primaire wellness pour ceux qui ne connaissent pas? La prévention, David Mercier ne connaît pas la prévention primaire. Donc la prévention primaire, c'est tout ce qui concerne l'avant-maladie, l'avant-médicament. C'est de se dire, je vais essayer d'avoir un bon comportement de vie aujourd'hui, de mieux dormir, de mieux manger, de moins fumer, de plus bouger. Donc en ayant ce bon comportement de vie aujourd'hui, je me prive, ce qui est positif, de maladies potentielles demain. C'est ça la prévention primaire en fait. Okay. Voilà. Donc les assureurs et les mutuelles sont friands de ce genre d'approche pour leurs adhérents. Donc on a proposé aux assureurs et mutuelles de mettre à disposition des adhérents ce type de service. Et en parallèle de ça, donc ça c'était notre modèle éco, ça nous permettait de gagner un peu d'argent. Et en parallèle de ça, on a fait de la médecine en étudiant et en travaillant assez tôt la mise au point de services de télésuivi à distance, donc par définition, sur les modèles d'oncologie, pour permettre aux équipes de soins, avec une interface toute simple, d'avoir un certain nombre d'informations de leurs patients et connaissant ces informations, d'être capable d'adresser le bon geste médical aux patients. Alors on est un petit peu perdu, en tout cas moi je suis un petit peu perdu dans tout ce contexte de numérique en santé, d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le numérique en santé ? Alors, on est en février 2025, David, vous ne le sauriez pas. Non, il y a beaucoup de choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, ça montre qu'il y a quand même un mouvement qui est créé autour de ça. Il y a beaucoup de projets dans différentes aires thérapeutiques sur différentes spécialités médicales, que ce soit les outils de diagnostic, que ce soit des medtech qui proposent des devices, des engins, des objets pour remplir certaines missions médicales. Il y a un certain nombre d'idées. D'accord, mais c'est pas très concret, ça. Pour moi, c'est un peu le blabla. D'accord. Alors il y a le monde du logiciel, c'est-à-dire qu'on propose via des outils numériques, par exemple des outils de télésurveillance, un engin numérique, un écran, une interface, permet aux équipes de soins de prendre en charge des patients à distance. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une part de ce qui existe aujourd'hui. Il y a dans toutes les thématiques, il y en a en oncologie, il y en a en cardio, il y en a sur différentes aires thérapeutiques. Il y a ensuite tout le domaine des medtech qui fabriquent des objets.
par exemple la chirurgie orthopédique, avec une magnifique boîte dont on parle un peu en ce moment qui s'appelle Euros, qui fait beaucoup de choses en chirurgie orthopédique et qui permet aux chirurgiens, pour leurs patients, d'avoir tout un tas d'objets qu'on implante dans le corps des patients, sur des genoux, sur de la hanche, sur plein de choses. Et il y a aussi un certain nombre d'outils qui sont développés aujourd'hui qui permettent la recherche clinique. Et aux professionnels et aux grands acteurs de la pharma notamment, mais aussi des medtech, de faire des travaux, des études cliniques pour mettre au point des médicaments, pour mettre au point de nouveaux objets. Alors, merci beaucoup, c'est plus clair. En fait, je me suis penché sur votre carrière. Vous avez été rugbyman, vous avez travaillé ensuite dans le marketing, rien à voir dans le domaine de la santé. Vous avez ensuite créé une start-up dans le mobile que vous avez revendue. Donc c'était un premier succès en termes de création de start-up. Et ensuite, vous avez créé une start-up dans le numérique en santé. Et c'est aussi un succès puisque vous l'avez revendue à la société Résilience. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu ces succès alors que vous n'êtes pas du tout dans le domaine de la santé? J'aimerais bien comprendre. Alors, une part de chance, sûrement, il en faut. Aussi, il faut arrêter avec la chance. Mon associé avec lequel j'ai beaucoup travaillé, avec lequel je travaille encore aujourd'hui, effectivement, on avait créé une première société en 2007. L'iPhone est sorti en 2007, qui faisait des applications, les premières applications mobiles, que tout le monde utilise aujourd'hui beaucoup sur l'ensemble des protocoles qui existent, iPhone d'un côté, Android de l'autre. On a revendu cette boîte en 2011 à un groupe qui s'appelle Madvertise, et on s'est un peu vite embêté, et on s'est dit... Non mais d'accord Christophe, mais qu'est-ce qui fait que vous avez réussi là où tant de sociétés échouent? On a envie de savoir. Je vais vous le dire. En fait, pourquoi est-ce qu'on est allé dans la santé? Parce qu'on s'est dit, on n'est pas trop mauvais dans l'univers tech, notamment l'univers mobile. Quels sont les 5 domaines qui concernent tout le monde aujourd'hui? 66 millions de Français sont concernés par l'éducation, le travail, le logement, le divertissement, les loisirs et la santé. Et on s'est dit quel domaine on pourrait investiguer pour apporter cette connaissance qui est la nôtre dans le monde du numérique. Et on a choisi le monde de la santé, en fait. Allez-y, David, vous voulez me dire quelque chose? Très bien, mais il y a énormément de sociétés qui travaillent dans le numérique en santé. Beaucoup n'arrivent pas à percer et il y en a beaucoup qui échouent également. Et celles qui nous écoutent aujourd'hui, elles ont envie de savoir, puisqu'on est à Paris Santé Campus, où il y a beaucoup de numérique en santé, c'est très très important. Les sociétés ont envie de savoir quel est l'enjeu et qu'est-ce qui fait qu'elles vont pouvoir percer et réussir dans ce domaine. Alors nous, on a respecté 3 choses. D'abord, on a été très pragmatique. On s'est dit de quoi ont besoin les soignants, et on a passé un temps important à comprendre le besoin des soignants et des équipes de soins quand elles ont besoin de s'occuper de leurs patients. Première chose. La deuxième chose, de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire, on s'est aussi beaucoup intéressé à ce qu'était l'environnement du patient pendant son traitement, pendant sa maladie, psychologiquement, comment est-ce que les patients traversent la maladie, comment est-ce que leur entourage la vit avec eux. Donc, on a d'abord essayé de comprendre comment fonctionne la thématique de la santé chez ceux qui l'adressent et chez ceux qui malheureusement la subissent. Et enfin, le troisième chantier, de façon tout à fait pragmatique, compte tenu des 2 premiers, on s'est dit comment est-ce que notre connaissance et la tech qu'on maîtrise aujourd'hui va pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et on a très vite fait de la médecine plutôt que de faire de la tech. Et si j'avais un conseil à donner aux gens qui réfléchissent à des projets, à des idées de développement de choses dans la santé, dans le numérique en santé, c'est plutôt que de faire de la tech, il faut en faire, parce que ce sont des solutions qui demandent de la technique, mais j'ai envie de dire ça c'est bien la moindre des choses. Il faut essayer de faire de la médecine, se mettre dans la peau du soignant, comprendre qu'il faut accompagner le soignant dans l'optimisation de sa mission. Il y a une erreur commune qui consiste à débouler un peu auprès des médecins, à leur dire on va changer votre façon de travailler, on va changer votre façon de prendre en charge les patients, on va essayer de disrupter votre secteur. Il n'y a rien de pire que pour un oncologue qui a ses patients dans les mains depuis 10, 15, 20, 30 ans quelquefois que d'entendre ça et de ne pas souscrire à cette idée-là. Donc nous, on a été très clair là-dessus, on leur a dit on vient pour vous aider, on ne vient pas pour révolutionner votre secteur. Alors, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le numérique en santé qui ne connaissent pas l'environnement du patient. Et
c'est un vrai sujet. Alors, il y a un truc qui est vachement bien fait en France, ça s'appelle les associations de patients. Il y en a beaucoup, il y en a dans toutes les thématiques. Il y On a, l'a reçu dans cette émission. voilà, et ça ne m'étonne pas, exactement. Typiquement chez Résilience, il y a une jeune femme qui s'appelle Anne-Sophie Robineau, qui est quelqu'un qui a été atteinte d'un cancer, de 2 cancers même, dans ses jeunes années, qui était dans différentes associations de patients et qui a rejoint Résilience. On l'a fait venir chez Résilience pour qu'elle soit la bilingue problématique patient pour nous chez Résilience, et qu'on soit capable, au travers d'ANSO, de faire redescendre auprès des gens qui s'occupent du projet, auprès des gens qui s'occupent de la tech, auprès des gens qui s'occupent des contenus, l'ensemble de ce qu'est la mentalité du patient, pour être bien sûr de lui adresser la bonne chose et je dirais l'ensemble de la substantifique moelle dont les patients ont besoin pour trouver un intérêt dans les outils qu'on leur propose. Est-ce que vous diriez que ce poste, dans les startups de numérique en santé, est essentiel ? Il y a 2 postes essentiels, il y en a 3 aujourd'hui. Il y a celui qui maîtrise la médecine, le directeur médical, celui qui maîtrise le réglementaire et la compliance, qui va être capable de prendre une solution et de l'emmener jusqu'au Graal quand même dans notre système encore aujourd'hui, on n'a encore rien fait de mieux, qui est le remboursement. Et effectivement, le 3e profil qui est très important, c'est celui qui connaît et qui comprend ce dont on parle par rapport aux gens à qui on adresse les services. Le directeur médical sait parler avec les soignants et comprend la problématique des soignants, alors que Anne-Sophie, typiquement chez Résilience, comprend très bien l'environnement patient pour que les solutions qu'on propose soient idoines et correspondent bien à ce qu'est la mentalité du patient, son état d'esprit, sa psychologie, les problèmes qu'il traverse, ses doutes, son stress. Enfin, vous imaginez bien quand on est atteint d'une maladie comme le cancer, qu'on a un certain nombre de choses qui sont à côté de la maladie, qui viennent définir la personnalité qu'on est et qui doivent indiquer aux fournisseurs que nous sommes, nous, aux industriels, de fabriquer les solutions de la meilleure façon possible. Alors, on entend beaucoup de sujets autour des fonds qu'il faut déployer pour pouvoir créer une start-up de numérique en santé. Est-ce que vous avez levé, comme beaucoup de start-up qui font du numérique en santé, des millions et des millions d'euros pour pouvoir créer Better Eyes ? Alors, dans un premier temps, non. Better Eyes créé en 2013, revendu en 2021 à Résilience. Entre 2013 et 2021, nous avions ce modèle éco, assureur et mutuel, avec la prévention primaire, qui nous permettait d'avoir des contrats qui finançaient... C'est quoi la prévention ? Qui finançaient nos travaux de recherche et de compréhension de ce que doit être l'outil médical. Ah, d'accord, donc en fait, dans les premières années, c'est-à-dire qu'au Pas de levée. Au bout de combien de temps vous vous êtes mis à vendre votre solution auprès des assureurs ? On a créé notre boîte en février 2013 et on s'était dit, si au 1er janvier 2015, soit quasiment 2 ans après, on n'est pas capable d'avoir un contrat et de vendre des solutions, c'est que ça ne marche pas. Et on a eu un premier contrat au 1er janvier 2015 avec Harmonie Mutuelle à l'époque, qui était la première mutuelle à nous suivre. Il y en a eu d'autres après. Et donc je termine, entre 2013 et 2021, vente de Better Eyes à Résilience. On n'a pas levé de fonds. On a travaillé avec nos mimines, voilà, si je peux dire. Et quand on a été racheté... C'est assez extraordinaire parce que en réalité, aujourd'hui, Better Eyes, comme vous l'avez dit au début, est l'une des 2 sociétés de numérique en santé à avoir obtenu le remboursement. En oncologie. Ouais. En oncologie. Et vous n'avez pas fait de levée de fonds. Alors si, Résilience après, j'ai vendu Better Eyes à Résilience, et sous pavillon Résilience, il y a eu 2 grosses levées de fonds. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, il vaut mieux essayer de trouver une solution qui trouve son marché pour tenir sur ses pieds. Voilà. Ensuite, il y a une nécessité de financer plein de choses. Quand on est passé sous pavillon Résilience, avec d'autres ambitions, avec d'autres possibilités de répondre à ces ambitions, il a fallu lever des fonds, ce qu'a très bien fait Jonathan Benamou, qui est la personne qui a créé Résilience et qui nous a racheté Better Eyes. Il y a une première levée de fonds en 2022 de 45 millions, et il y en a eu une seconde l'année dernière de une vingtaine de millions, je crois, voilà, à peu près, 18 ou 19, je ne sais plus. Donc voilà, et cet argent tomber dans l'escarcelle d'une boîte qui avance déjà dans son marché lui permet d'aller plus vite, plus fort, plus haut. Et je dis toujours qu'une boîte, non seulement il faut qu'elle grossisse, mais il faut aussi et surtout qu'elle grandisse. Et on peut grossir avec ses mimines, comme je disais tout à l'heure, et on peut grandir grâce notamment à des levées de fonds qui permettent, avec ces modes de financement, d'aller chercher des nouveaux marchés, des études cliniques plus complexes et de compléter son approche pour être plus performant plus vite. Alors Jonathan Benamou de Résilience, il avait le choix pour racheter plusieurs sociétés. Pourquoi il s'est dirigé vers Better Eyes ? Quel est l'ingrédient clé qui a déclenché ? Il y en a 2. Il y en a 2. D'abord, humainement, ça a été une rencontre incroyable. On s'est très vite entendu.
Voilà. Sur la vision, l'envie, sur la façon de faire, qui est importante pour moi notamment. Jonathan est quelqu'un qui avait déjà fait un truc magnifique, et c'est lui qui a créé PeopleDoc il y a 10 ans, qui l'a revendu. Ah d'accord, oui. Voilà. Donc il a déjà fait un vrai gros truc. C'était plutôt quelqu'un de plus jeune que moi, pour le coup. Donc il y a eu un aspect humain qui était très important. La deuxième chose, c'est qu'il a screené le marché français et européen, lui voulant créer cette boîte résilience dans le monde de l'écologie. Il a cherché l'entreprise, l'entité, qui avait les certifications, qu'on appelait le 2A à l'époque, on appelle toujours le 2A d'ailleurs, qui permettait de prétendre au remboursement. Et donc, comme ce 2A, nous avions mis, nous, 2-3 ans à l'avoir, parce que c'est très long, c'est très compliqué, bienvenue dans le système français, hein, c'est très complexe, mais c'est très bien, parce que ça fait une barrière à l'entrée. Jonathan, créant Résilience pour faire de la télésurveillance en oncologie, s'est dit, voyons s'il n'y a pas un acteur qui a avancé dans ce chantier de la certification. Et il nous a identifiés. Donc on lui a fait gagner 2-3 ans. Parce qu'en fait, lorsque je parle avec des investisseurs, des fonds d'investissement, VC, etc., eux parlent souvent de chiffre d'affaires pour dire on va investir dans telle ou telle société. Et en fait, je suis en train de comprendre que peut-être que les investisseurs devraient plutôt se concentrer sur des startups du numérique en santé qui ont déjà cet agrément 2A, ou bien qui ont sont en passe d'avoir le remboursement. Le modèle économique pérenne aujourd'hui, c'est celui de la solidarité nationale, pardon. C'est le remboursement. Bon, et pourquoi est-ce que les grands labos, les Big Four français, les Big Five mondiaux sont très riches? C'est parce que c'est en général les États, l'argent public ou des assureurs privés comme aux US qui financent les médicaments, les solutions, les devices, etc. Donc le vrai sujet pour les fonds aujourd'hui, pour moi, c'est soit elles choisissent d'investir dans des boîtes, ce qu'elles font souvent, qui font par exemple minimum 2 millions de chiffres, voilà, et qui ont des contrats, très bien, mais la boîte qui fait 2 millions de chiffres, qui a 10 contrats à 200 000 euros, si l'année prochaine elle en perd 4, parce que dans les boîtes de ses clients, il y a 4 CEO qui s'en vont, il y en a 4 nouveaux qui viennent et qui ne renouvellent pas le contrat, tout d'un coup, ce n'est pas des modèles pérennes. Voilà. Alors que dans les modèles de remboursement, une fois que vous êtes accrédité par l'HAS en France notamment, et par d'autres organismes dans d'autres pays, à chaque fois que vous prenez en charge un patient, vous avez un revenu qui correspond à ce que touche l'industriel qui propose la solution. Donc le modèle pérenne et le plus intéressant, c'est quand même celui du remboursement. Vous avez déjà eu deux sociétés de succès. Vous allez encore créer une autre société dans l'industrie de la santé? Oui, parce que j'aime bien regarder un peu ce qui se fait. Et je trouvais qu'autour de notre écosystème de la santé, autour de tous ceux qui font toutes ces solutions, tous ces logiciels, tous ces devices, etc., il y a d'autres métiers qui existent, et notamment celui du recrutement. Et je suis tombé sur Manhattan, avec David Mercier. On n'est pas là pour parler de ça, mais si, parce qu'en fait, enfin, je le fais pour le coup, parce que Manhattan apporte une vraie solution à quelque chose de nouveau, avec quelque chose de nouveau, par exemple, avec un outil qui permet de sourcer très précisément les profils dont ont besoin les grands industriels de la santé, et ça répond à un vrai besoin avec une nouvelle façon de faire les choses. Et je pense qu'il y a aussi, pour les gens qui nous regardent et qui réfléchissent à d'autres solutions, à réfléchir à des métiers qui sont connexes à cet univers. Merci beaucoup Christophe. J'apprécie vraiment votre intervention sur tous ces sujets qui nous touchent, parce qu'on est tous potentiellement clients. Alix, merci. Votre franchise. Merci David. Merci Christophe Brun, cofondateur de Betorail. Merci à vous. C'était la pépite santé et merci au Paris Santé Campus de nous offrir cet écrin. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Santé Future.